Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment l'horreur la plus pure, la souffrance humaine à l'état brut, a pu devenir un produit de consommation? C'est un peu le voyage qu'on va faire ensemble. On va explorer comment, en l'espace d'un siècle, la culture occidentale a en quelque sorte méthodiquement transformé la barbarie en spectacle, la chair en image et finalement le crime en simple contenu. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Elle nous donne une métaphore super puissante, la couture. L'idée, c'est qu'on a pris des bouts de réalité, des bouts de trauma, et on les a assemblés, recousus, pour en faire quelque chose de regardable, de consommable. C'est ce fil rouge qu'on va suivre tout au long de cette analyse. Pour ça, on va procéder en 4 temps. D'abord, on va plonger dans les origines très concrètes de cette horreur. Ensuite, on verra comment Hollywood s'en est emparé pour créer son usine à monstres. Puis, on passera à l'ère Netflix et son algorithme du trauma. Et enfin, on regardera comment on fabrique le mal aujourd'hui. Allez, on commence. Il faut bien comprendre qu'au début du XXe siècle, il y a un basculement. Le corps humain devient littéralement une matière première. Une sorte de ressource qu'on peut exploiter, une archive vivante sur laquelle le pouvoir va inscrire sa violence. Ce concept, qui peut paraître un peu abstrait, l'esthétisation de la politique, il trouve une incarnation absolument terrifiante dans les camps de concentration. Pensez aux rumeurs autour d'Ilse Koch. On l'accusait de fabriquer des objets comme des abat-jours avec la peau tatouée des déportés. C'est l'illustration parfaite de cette idée. Là, la barbarie n'est plus juste une destruction, elle se prétend créative. Et là, c'est super intéressant de mettre en parallèle ces deux figures. D'un côté, on a Ilse Koch et le mal industriel, collectif, sanctionné par un État, et de l'autre, à peine 20 ans plus tard, on a Ed Gein, un mal complètement différent, individuel, psychologique. On bascule d'une barbarie d'État à une sorte d'artisanat de l'horreur, né, lui, d'un trauma très personnel. C'est ça, le tournant. Dans sa ferme paumée du Wisconsin, Ed Gein, il n'a aucune idéologie. Lui, il coud des morceaux de peau humaine pour une raison très intime. Essayer de recréer sa mère morte. C'est un geste presque de réparation dans sa tête dérangée. Et ce qui est fou, c'est que sans le savoir, avec son artisanat macabre, il crée la métaphore parfaite de ce que le cinéma va faire, le montage. Et c'est là, bien sûr, qu'Hollywood entre en scène. L'industrie du cinéma va voir cette matière brute, cet artisanat du mal, et elle va s'en emparer pour le transformer en un langage visuel, un langage qui va parler à tout le monde. Et regardez cette évolution en à peine 3 décennies. C'est fascinant. En 1960, avec Psychose, Hitchcock fait du crime un jeu de regard, un dispositif purement visuel. 14 ans plus tard, Tobe Hooper, avec Massacre à la tronçonneuse, en fait une critique sociale hyper brutale. Et en 91, avec Buffalo Bill, le tueur devient carrément un artiste qui secoue une nouvelle identité. En fait, on peut vraiment décomposer ça en 3 étapes. D'abord, le voyeurisme. La caméra nous met à la place du tueur. On devient un peu complice. Ensuite, la consommation. La violence du monstre fait écho à une société qui se dévore elle-même. Et enfin, l'identité. Tuer devient un acte de création de soi, aussi tordu que ça puisse paraître. C'est ça le vrai coup de génie d'Hollywood. Le tueur en série, de simple criminel, il est devenu un archétype culturel. Il n'est plus juste un monstre, c'est une sorte d'artiste maudit, une figure qui incarne cette idée, finalement très ancrée dans la culture, que la douleur peut produire du sens. Et ça nous amène à aujourd'hui, à l'ère Netflix. Les plateformes de streaming ne font pas que reprendre cet héritage. D'une certaine manière, elles le parachèvent. Elles bouclent la boucle de cette marchandisation du mal. Là, le changement est total. On passe du cinéma, une expérience unique, une séance, un rendez-vous, à un flux infini de contenu. La vision d'un auteur est remplacée par quoi? Par une curation algorithmique. Le but n'est plus le même, il s'agit de nous garder captifs. L'expérience devient moins artistique que fonctionnelle. C'est un système qui vient réguler nos émotions. Et voilà la bascule fondamentale. Sur Netflix, le tueur, que ce soit Dahmer ou un autre, il n'est plus vraiment un personnage. Il devient une unité de contenu, une vignette dans un catalogue. Tout est calibré, sa violence, la durée, le ton, tout ça pour matcher avec un profil d'utilisateur. L'histoire, le récit, se fait complètement absorber par la data. Cette phrase dit tout. Notre rôle a changé. On n'est plus juste passif. En cliquant, en binge-watchant, on participe. On alimente le circuit. On devient en quelque sorte l'opérateur de notre propre machine à émotions, une machine conçue pour nous garder dans un état de fascination parfaitement contrôlé. Donc on voit bien que la transformation est complète. La matérialité de la peau, sa texture, tout ça disparaît au profit du pixel. L'écran devient une nouvelle épiderme. Et la métaphore de la couture revient. De la même manière que Gerine cousait des morceaux de peau, Netflix coud des fragments de récit. La douleur humaine devient une simple donnée. Et la regarder, c'est presque une façon de la consommer comme un savoir. Mais attention, cette obsession du classement, cette manie de tout ranger dans des catégories, ce n'est pas Netflix qui l'a inventé, ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue. C'est notre vieux désir de tout classifier, de tout nommer, pour, au final, essayer de maîtriser la déviance humaine. Prenons le crafting.
Des séries comme American Horror Story en sont l'illustration parfaite. Chaque saison, c'est quoi? C'est une sorte de grand bricolage. On prend des mythes de l'horreur qu'on connaît tous, la maison hantée, les sorcières, et on les démonte, on les reconfigure. L'horreur devient un jeu de construction avec des pièces familières. Et ce geste, ce crafting, il fait étrangement écho à ce que faisait un psychiatre comme Richard von Kraftebing au XIXe siècle. Lui, son but, c'était de classifier toutes les perversions pour les comprendre. Aujourd'hui, l'objectif de Netflix, c'est de classifier les traumas pour les monétiser. L'objectif final a changé, d'accord, mais la méthode, elle, reste la même. Archiver, classer, organiser. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on trouve? Le même fantasme de contrôle. L'idée que si on peut nommer la peur, la ranger dans des petites cases, alors on peut la maîtriser. Que ce soit dans un gros livre de psychiatrie ou sur l'interface de Netflix, le but est le même. Transformer le chaos moral, qui est angoissant, en un système bien rangé. Et ça, au fond, c'est rassurant. Il y a plus de 100 ans qui séparent ces deux mondes, et pourtant, la logique de fond est la même, archiver pour maîtriser. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est la finalité. On est passé du savoir à la consommation. On arrive donc à la conclusion de ce projet qui a duré un siècle. Le mal, l'horreur, a été complètement digéré, intégré à nos systèmes économiques et esthétiques. Ce qui a commencé comme une barbarie politique dans les camps est aujourd'hui une simple marchandise numérique disponible en un clic. Alors, si on récapitule tout ce parcours, étape 1, le corps devient une matière première. Étape 2, Hollywood s'en empare et en fait un langage visuel puissant. Étape 3, Netflix l'industrialise et le transforme en produit algorithmique. Et le résultat de tout ça? La surface de la torture est devenue une surface de projection, un écran. C'est une affirmation qui peut paraître un peu choc, mais elle résume bien ce basculement culturel. C'est comme si aujourd'hui notre société cherchait à se comprendre elle-même principalement à travers le prisme du crime, de sa représentation, de sa consommation. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle. Après toute cette couture, ce montage, cette numérisation, à force de transformer la souffrance en une image nickel, est-ce qu'on n'a pas fini par complètement oublier ce qu'il y a en dessous? La chair, la vraie douleur, sous toutes ces couches de spectacle.